Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver. Ce soir, nous parlons d'un véritable problème de santé publique, en l'occurrence le cancer. Avec près de 10 millions de décès par an, il s'agit de la deuxième cause de mortalité dans le monde après les maladies cardiovasculaires. L'Algérie n'est malheureusement pas en reste. Le cancer chez nous également touche de plus en plus de monde, avec plus de 45 000 nouveaux cas par an et une mortalité qui reste assez élevée, et ce, malgré les nombreuses mesures prises dans le cadre de la lutte anti-cancer. Avec mes invités, on s'arrêtera sur la prise en charge des malades atteints de cancer et les difficultés qu'ils rencontrent dans leur parcours de soins, souvent défini comme un parcours du combattant. On posera la question du renforcement du dépistage pour éviter les formes tardives. Comment assurer un accès équitable aux soins pour tous? Quelle est la place de l'innovation, notamment avec l'arrivée de l'immunothérapie chez nous? Et quelle promesse peut-elle apporter aux patients? Enfin, quel rôle doivent jouer aujourd'hui les infrastructures privées dans la lutte anti-cancer? Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir. Et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir ce soir Dr Amina Arsas. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Vous êtes oncologue, directrice médicale à la clinique Fatima Al-Azhar. J'ai également le grand plaisir de recevoir le professeur Mahfouf Hassan. Vous êtes chef de service oncologie à l'EPH de Huiba. Bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. Et puis, j'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Rachid Belhadj. Vous êtes directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha Bacha. Bonsoir. Bonsoir. J'ai également le grand plaisir de recevoir le professeur Adlan Dib. Vous êtes chef de service oncologie médicale au CAC Sétif. Bonsoir. Bonsoir. Merci surtout d'avoir fait le déplacement. Bonsoir à tous d'être là ce soir pour parler de cette thématique qui touche de plus en plus de monde, de par le monde, pas uniquement en Algérie. Je l'annonçais en préambule, on parle aujourd'hui de plus de 40 000 nouveaux cas par an, un chiffre appelé à doubler d'ici 2040, selon un rapport de l'IHE, l'Institut suédois pour l'économie de santé. Dans le monde également, les chiffres sont exponentiels, sont même explosifs quand on parle de cancer. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi, professeur Mahfouf? D'abord, merci pour l'invitation encore une fois. L'incidence du cancer en Algérie et de par le monde est là son augmentation. Les derniers chiffres du réseau national des registres du cancer révèlent que 44 000 nouveaux cas ont eu lieu pendant l'année 2020. C'est le dernier registre. À leur tête, le cancer colorectaux, le sein chez la femme, suivi des cancers colorectaux et des cancers gynécologiques. Chez l'homme, c'est le cancer colorectal, les cancers de la prostate et les cancers du poumon. Prostate, pourquoi? Parce que la population algérienne est... Ça, c'est dans l'ordre, professeur Mahfouf, d'accord. Oui. Prostate, parce que la population algérienne vieillit, donc automatiquement, nous allons avoir des cancers de la prostate et qui vont être de plus en plus fréquents, donc à prendre en charge par un dépistage individuel, ce n'est pas un dépistage de masse qui est recommandé. Et donc, aller très tôt pour proposer uniquement de la chirurgie et de la radiothérapie, sinon, ça sera de l'hormonothérapie et des thérapies ciblées. Pour ce qui est des cancers colorectaux, l'agent causal, on le connaît, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation, on mange très mal, de plus en plus mal. Et pour le poumon et les cancers de vessie, c'est bien sûr le tabac qui est le premier facteur, y compris pour d'autres localisations. Oui. Il y a aussi des signaux qui apparaissent pour certaines localisations. Le cancer du pancréas, c'est une élévation qui se voit partout dans le monde. Beaucoup de confrères américains et français m'ont relaté la même chose. Et aussi, il y a les cancers de l'estomac. Le cancer du poumon qui est en 8e position chez la femme, alors qu'il n'apparaissait pas dans les 10 premiers, parce que, mesdames, vous fumez. Oui. Et donc, ça aussi, il faut beaucoup de prévention et dépistage pour les cancers du sein, le cancer du col de l'utérus. Il faut aussi la vaccination anti-HPV pour les cancers. Qu'on attend toujours, d'ailleurs, professeur. Et en 2008, le professeur Bouzid avait dit pourquoi pas l'Algérie, 4e pays dans le monde, à prescrire, à recommander la vaccination anti-HPV. En 2023, hélas, l'Algérie est l'un des 5 pays dans le monde qui n'ont pas encore adopté la vaccination anti-HPV, donc il faut qu'on s'y attelle. Absolument. Malheureusement, c'était annoncé, mais ça tarde à venir. Alors, quand on dit que les chiffres, professeur Dib, quand on dit que les chiffres vont doubler d'ici 2040, ça fait froid au dos quand même. Mais ce n'est pas une fatalité. La solution est simple, vous en avez parlé brièvement, et la prévention. Mais est-ce qu'on arrive finalement aujourd'hui à être dans l'offensif lorsqu'on parle de la prévention ?
Bon, si on parle un peu de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS parle de 40% de cancers évitables. Et le tabac, bien sûr, est parmi les causes les plus reconnues dans la genèse de plusieurs cancers. Personnellement, oui, il y a une flambée. D'ailleurs, parce que c'est la rançon de la civilisation, les gens vivent longtemps. Si on prend les chiffres de l'Office national des statistiques, l'Algérien, à l'indépendance, vivait pratiquement 56 ans, 50 ans. Actuellement, on est à 77 ans, que ce soit l'Algérien ou l'Algérienne. Donc, on est dans une phase où, quand on vit longtemps, on a cette notion d'avoir une agression de facteurs, que ce soit endogènes, exogènes, cancérigènes. Et quand on parle de prévention, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine amélioration dans le sens où les gens cherchent l'information médicale. Ils veulent à tout savoir un peu sur les cancers, leurs causes. Mais il y a quand même un grand chemin à faire parce que tout simplement, on a l'impression que oui, on adhère à la notion de dire que le tabac n'est pas bon parce qu'il est cancérigène, mais quand on voit la réalité, les gens fument partout. On n'a que le mois de carême peut-être. Si vous permettez, vous avez parlé justement de l'âge comme étant un facteur de risque majeur dans l'avènement des cancers ou dans l'explosion des cancers. Mais en Algérie, force est de constater aujourd'hui que quand même l'âge du cancer est en train de rajeunir, ce qui fait peur quand même. Quand on parle du cancer du sein, dans le monde, le dépistage est recommandé à partir de 50 ans ou plus, alors qu'en Algérie, on parle de 40 ans. Et on voit de plus en plus de cas où les femmes sont touchées par le cancer du sein alors qu'elles ont moins de 40 ans. Pour la prostate également, professeur Mahfouz peut-être peut le confirmer, on voit de plus en plus de jeunes hommes qui sont touchés, qui ont moins de 50 ans, qui sont touchés par le cancer. Est-ce qu'on va aujourd'hui chercher pourquoi l'Algérien jeune est touché par le cancer? C'est-à-dire même avant d'arriver à 50 ans, on parle déjà de cancer. C'est exactement la deuxième constatation qui fait peur, effectivement, parce que quand on a un cancer qui se manifeste à 75 ans, alors qu'il se manifeste à 45 ans ou à 50 ans, effectivement, il y a des constatations cliniques. Bon, c'est de l'épidémiologie analytique, il faut rechercher les causes mais il faudra constater, effectivement, et c'est parmi les messages qu'on lance. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut aller chercher, justement, pourquoi. Pourquoi ça va être très... Parce que l'environnement est fortement incriminé dans l'apparition des cancers, et le cancer lui-même, dans la carte mondiale, chaque région géographique a ses particularités, et du coup, j'allais dire que la personne qui vit dans un endroit peut développer un cancer qui n'est pas forcément le même dans notre région. L'Afrique, je ne sais pas, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est les cancers du foie fait vraiment des ravages. Le cancer du col de l'utérus pour l'indienne. Et si je parle de l'Algérie, oui, on a le côlon qui effectivement se voit à des jeunes. La prostate, on le voit au niveau des services, où effectivement on a des jeunes, et j'allais dire même, ils sont jeunes, et pas d'antécédents familiaux de cancer. Parce que à la fin, quand on leur dit, quand c'est jeune, il faut rechercher des antécédents familiaux. Fort de constater qu'effectivement, on a un profil algérien qui se commence à se tracer. Et c'est une raison pour qu'on trouve des solutions, mais des solutions rapides. Oui. Professeur Belhadj, j'aimerais vous faire réagir aussi sur cette question de prévention, parce que, disons-le, dans toutes les maladies non transmissibles, encore plus dans les cancers, les pays qui ont réussi le pari justement de réduire la mortalité ou d'améliorer la survie, ce sont les pays qui ont réussi la prévention. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas compliqué chez nous de passer à la prévention alors que tout notre système a toujours été basé sur le curatif ? Exactement, depuis l'indépendance, la législation algérienne, les lois sanitaires, 85, celle qui a été amendée, c'est la plus récente en 2018. Vous parlez tout à l'heure justement de la nouvelle loi de la prévention. 2018, et il y a un projet de loi. Le secteur de la santé a senti que ce n'est pas suffisant, malgré que la loi de 2018, il faut aller vers la nouvelle loi de la prévention et ce qu'on appelle la multisectorialité. La prévention, ça ne touche pas uniquement le secteur de la santé. C'est ça. Il faut que tout le monde participe. Je dis bien tout le monde. Parler de l'alimentation, bien sûr. Depuis la nuit des temps. Depuis nous, en tant que professionnels de la santé, on passe notre temps à enseigner, à parler, à participer avec vous dans tous les moyens, les médias. Mais malheureusement, que le comportement du citoyen, nous constatons bien sûr un changement des habitudes alimentaires, le sommeil, la qualité de vie, le stress. Il y a plusieurs facteurs que mes collègues qui maîtrisent bien. Mais nous, en tant que professionnels de la santé, dans la gestion du cancer, ce n'est pas facile.
c'est synonyme de souffrance, synonyme de souffrance familiale, de l'individu. Il faut y aller vers des concepts qu'on appelle humains. Il faut accompagner ces gens-là. Et en plus de cela, c'est une pathologie coûteuse. Ce n'est pas un traitement d'une fracture de prise en charge, c'est une prise en charge à long terme. C'est ça. Il faut y aller vers une organisation, c'est-à-dire efficace. Nous sommes en train de réfléchir, il y avait des plans, il y avait des plans de cancer, ça a été dit depuis longtemps, mais sur le terrain, la preuve, les statistiques sont là, le constat il est là, mais il faut s'adapter en fonction de nos moyens. Nous avons un système de santé, nous avons formé des professionnels de la santé, mais malheureusement, nous sommes en train toujours d'importer les nouvelles thérapies en matière de cancer. Donc tout cela doit être bien organisé, bien huilé, pour défendre un concept important maintenant, c'est la chance thérapeutique. Oui. Alors, il y a un autre point qui est très important. Aujourd'hui, on parle encore une fois de ce nombre exponentiel de cancers, qui, chez nous, malheureusement, corrélé avec la mortalité aussi. Professeur Mahfouf, disons-le, on a du mal à réduire la mortalité. C'est un des objectifs du plan cancer 2015-2019. Un des premiers objectifs était de réduire la mortalité. Est-ce qu'on y arrive ? Pour réduire la mortalité, il faut faire un diagnostic précoce. Et là, malheureusement, on arrive souvent trop tard. Oui. Un. Et deux, vous avez parlé tout à l'heure des cancers de la prostate et du sein à un âge jeune. Il faut savoir que notre population était une population jeune, mais qui commence à prendre de l'âge. Donc, automatiquement, vous allez voir, on était à 47 ans pour le cancer du sein, on est resté à 47 ans, les derniers chiffres le remarquent. Par contre, pour les cancers de la prostate, donc il y a des études sur cadavres, et je parle sous le contrôle de mon ami Rachid, sur cadavres, ils ont retrouvé dans une série à Boston qu'il y avait des cancers de la prostate, y compris chez les sujets jeunes. Donc c'est une maladie qui peut toucher le jeune, mais qui peut rester quiescente jusqu'à un âge adulte. Parce que le génie évolutif de la tumeur prostatique n'est pas celui du cancer du sein, où la cellule se transforme, je vous rappelle, pour une cellule, à partir d'une cellule du sein jusqu'à l'apparition ou la palpation d'un nodule de 1 cm, il se passe 9 ans. Donc il y a un long passé pour que cette tumeur se retrouve. Et donc notre but, c'est de faire de la prévention, d'insister encore une fois sur la prévention, de faire un dépistage et de faire un diagnostic précoce, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un symptôme, il faut aller agir, il ne faut pas laisser les choses évoluer. Et mon ami Rachid a si bien dit que nous avons formé beaucoup de professionnels de la santé, sensibilisés à cette situation. D'ailleurs, moi j'ai fait le constat qu'il y a très peu de médecins maintenant qui portent un stéthoscope, alors que le stéthoscope faisait partie de la panoplie du médecin. Donc le stéthoscope est délaissé, la clinique est délaissée. On saute souvent sur l'examen, l'imagerie ou d'autres examens avant de faire l'anamnèse, faire l'examen clinique et ausculter, palper, inspecter, etc. Tout ça doit revenir dans la formation du médecin algérien. Oui. Alors vous dites essentiellement que si aujourd'hui la mortalité est importante, c'est parce que la plupart des cancers arrivent à un stade assez avancé. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a une part peut-être aussi qui peut être incriminée à l'offre de soins, par exemple? Non, je vais vous donner des chiffres. L'accès aux soins. Le fait qu'on parle du cancer du sein, qu'on a parlé du cancer du sein depuis maintenant 2015, les formes de cancer du sein qui arrivent dans les services d'oncologie, c'est des formes de plus en plus localisées. Nous voyons des stades. La pédagogie, finalement, a porté ses fruits. Par contre, dans les cancers du poumon, nous continuons à recevoir des patients avec des stades 3 et 4. Alors, je vous donne le chiffre. En Algérie, il y a environ 4000 nouveaux cas de cancer du poumon. Sur les 4000, il y a au moins 3000 qui arrivent à des stades localement évolués ou métastatiques. Donc, il y a beaucoup. Donc, avoir un cancer du poumon à un stade précoce dans un service, on a maximum 3-4 malades dans un service d'oncologie. Donc il faut aller, encore une fois, travailler à la pédagogie, à l'information. On l'a remarqué de toutes les manières, on l'a remarqué ces dernières années, quand on fait Octobre Rose par exemple, les gens qui viennent sur plateau même disent qu'aujourd'hui les femmes arrivent quand même à un stade précoce par rapport à d'il y a quelques années. Absolument. Madame, vous m'excusez, le cancer, c'est pas seulement en octobre.
Le cancer, c'est toute l'année. Je parle du cancer du sein, Oui, particulièrement. c'est toute l'année. Le cancer du sein, quand même, ça touche 15 000 personnes par an. C'est énorme. C'est pour ça qu'on en parle un peu plus que les autres. Ça touche 14 000 cancers du sein par an. J'ai arrondi. En 2025, si on ne fait rien, il y aura 18 000. Et les chiffres, vous les avez donnés tout à l'heure, c'est des chiffres alarmants. Je repose la même question. Docteur Arsas, est-ce que vous pensez aussi que si aujourd'hui on a des taux de mortalité importants, cela peut être aussi incriminé peut-être à l'accès aux soins? Est-ce que tous les Algériens aujourd'hui ont les mêmes chances d'accéder aux soins? Alors effectivement, il faut savoir que dans le secteur public, malgré l'augmentation du nombre de centres anti-cancer ou d'unités anti-cancer, ça ne suffit pas pour drainer tous les malades atteints de cancer. Et par conséquent, il y a une surcharge au niveau des hôpitaux publics. Effectivement, un patient peut avoir un rendez-vous de consultation, mais accéder au rendez-vous de soins exactement au bout de plusieurs mois parfois. Et par conséquent, la maladie va continuer à évoluer. On sait bien que dans la maladie cancéreuse, le temps joue contre nous. Il est important d'aller rapidement vers le traitement et le bon traitement. Donc effectivement, plus on va sur une prise en charge précoce, plus on a des chances d'obtenir de bons résultats, de rémission, voire de guérison. Et là aussi, le secteur privé, par exemple, il y a cette chance d'accéder aux soins plus facilement et plus rapidement, mais il faut payer le prix. Il faut payer le prix de ces soins. Et ça, tout le monde ne peut pas se le permettre, justement. Je suis tentée par vous poser la même question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les disparités, justement? Alors, d'abord, il y a la question de moyens ou la question socio-économique. Il y a aussi la question de la distance, parce que ça, c'est un phénomène mondial. C'est pas uniquement en Algérie. Un Algérien d'Alger n'a pas les mêmes chances d'être diagnostiqué dans les délais, n'a pas les mêmes chances d'avoir un accès aux soins qu'un Algérien, par exemple, de La Rouat ou de Djelfa ou peu importe, parce que l'Algérie est un pays continent. Ben, je pense qu'il y a 2 points importants. Si on parle de la théorie, c'est important, c'est de dire qu'il faut toujours faire des études sociologiques. Ça manque beaucoup en Algérie. La perception du cancer. Moi, je pars en amont. À partir de là, les gens, quand ils n'ont plus peur de consulter ou de voir un médecin ou de penser même à un cancer, on a gagné un pas. Là, ça marche, la preuve pour le cancer du sein. Le deuxième point, c'est la réalité en elle-même. On a un pays, effectivement, un pays continent, et donc, je pense qu'on a 2 possibilités. La première, soit on peut prendre quelques idées des pays comme le Canada, comme l'Australie. C'est des pays qui ont une superficie qui est vaste. Et au même titre, il faut qu'ils trouvent des moyens pour promouvoir la télémédecine. On a déjà parlé de la télémédecine comme un moyen qui peut être vraiment intéressant. Dans le diagnostic, absolument. Bien sûr, pour faire un diagnostic et même pour orienter un traitement. Et puis, bien sûr, pour avoir les mêmes chances, revoir ce secteur libéral et ce secteur public, trouver la bonne formule. Lutter contre la dichotomie finalement public-privé, en faire. Franchement, c'est des compétences qui sont partout et trouver le moyen pour que ces compétences peuvent converger pour le même point. C'est une prise en charge optimale du malade. Vous l'avez très bien dit, quand on le prend bien, on a d'excellents résultats et on peut parler même de guérison. C'est ça. Donc je pense que c'est un grand problème. Il y a le Grand Sud aussi, il faut le soulever. Donc c'est une question de trouver, on réfléchit aux expériences d'autres pays, et je suis vraiment, parce qu'il y a de la bonne volonté, on peut trouver certainement la meilleure formule pour qu'un Algérien à Alger, à Rilizem ou à Tamanrasset aura la même chance d'avoir des rendez-vous de traitement. Oui. Comment réduire les disparités? Je vais vous donner la parole. L'expérience du CHU Mustat que nous avons à côté de ces PMC. Finalement, est-ce qu'on pense à faire du privé aujourd'hui, parce qu'on voit quand même qu'il y a des centres qui s'occupent très bien de la cancérologie. Est-ce qu'on pense concrètement, vous qui êtes introduit, professeur Belhadj, est-ce qu'on pense à faire de ces centres un véritable allié de la santé publique? Ça, c'est sûr. Il faut d'abord le système de santé algérien. C'est ça. Oui. Il est unique. Médecine gratuite. Toutes les explorations, nos portes sont ouvertes. Vous pouvez avoir un rendez-vous avec un professeur d'oncologie à la semaine. Si vous ne comparez pas avec d'autres pays, même européens, vous ne pouvez pas accéder à l'avis médico-légal hautement qualifié. Notre système, humainement, il est généreux. Ce qui nous manque un petit peu, l'organisation, la complémentarité et cette fameuse carte sanitaire.
Parfois, elle est très, si vous permettez, professeur Belhadj, parfois elle est très pénalisante, ce manque d'organisation. Quand même, un malade qui vient d'être diagnostiqué est démuni en Algérie. On n'a pas de couloir vert qui lui permet d'être pris en charge de A à Z. C'est-à-dire, il n'y a pas une chaîne. Le malade se retrouve lui-même à faire les analyses, lui-même à devoir faire une IRM ou un scanner, parfois par ses propres moyens. C'est-à-dire, c'est ça qu'on est en... Je vous ai dit, c'est la symbolique de la souffrance et c'est une prise en charge coûteuse aussi. Absolument. Il y a des gens qui vendent leurs biens, vendent sa voiture pour pouvoir accéder soit au secteur privé et pour certains vendre tout pour aller se soigner à l'étranger aussi. Il y a ce volet-là pour justement pouvoir bénéficier de cette thérapie, soit chirurgicale ou médicale nouvelle, qui est parfois au stade des essais thérapeutiques. Maintenant, les gens sont au courant. Sur YouTube, ils cherchent. On y arrive, on va parler de toutes les manières de thérapie nouveau. Avant, n'existait pas. Et je peux balancer de l'autre côté. Ces gens qui ne consultent pas chez le médecin, qui aillent parfois chez les guérisseurs, ou la ruqya, c'est un volet aussi. Quelqu'un qui est pris en charge pendant des mois chez un herboriste, c'est une perte de temps, c'est clair. Ou chez quelqu'un guérisseur, et à la fin, ils viennent nous voir avec un stade très avancé, ça c'est un gâchis. Donc il faut l'éducation sanitaire individuelle, vous l'avez si bien dit, et collective. Notre expérience, système de santé généreux, toutes nos portes sont ouvertes, des moyens colossaux, en termes de cartes, d'accélérateurs, on le sent. Ces 10 dernières années, non, en termes de logistique, on ne peut rien dire. Un pas de géant qui a été accompli en matière justement de radiothérapie ou autre. Mais ce qui reste, justement, ce petit déclic, c'est entre le privé et le public. Il faut trouver des mécanismes. Ça fait 30 ans qu'on est dans le secteur public. Nous avons trouvé des solutions. Ça fait 30 ans pour faire une dialyse, ça a été pour le parcours du combattant. Maintenant, il n'y a plus de problème. On peut même vous donner un repas, un taxi, etc. de le privé. La même chose ça fait 2 années pour la femme, la parturiente. Avant, à Cuba, c'était 3 femmes sur le même lit. Ce n'est plus le problème. Le privé a réglé cela. La chirurgie cardiaque. Pourquoi pas aussi y aller? Vous étiez un des initiateurs, professeur Belhadj. À un certain moment, on a demandé que ce n'est pas normal dans un CHU, avec des femmes à grossesse à haut risque, 4 femmes sur un même lit, c'est inhumain, c'est inacceptable. En 2020, il faut y aller dans le même schéma. Mais il faut que tout le monde participe. Ça ne doit pas se faire sur le dos du secteur de la santé. Parce qu'il ne faut pas oublier, le secteur de la santé, on ne prend pas en charge que le cancer. Nous sommes en train de gérer des problèmes énormes. On discutait avec ma collègue, le secteur public. Non, on le cherche, nos portes sont ouvertes, 24 sur 24. On prend en charge tout ce qui fait mal, toute l'accidentologie, le polytraumatisé, la maladie mentale, tous les problèmes de la santé, et en plus, bien sûr, du cancer. Il y a... c'est la souffrance, elle est beaucoup plus importante, et c'est une souffrance, croyez-moi, ça nous fait mal au cœur. Elle est familiale. Ah oui, j'imagine, vous êtes en Elle est familiale. Vous imaginez, j'ai vu des couples qui prennent en charge un enfant de 10 ans. C'est la souffrance terrible. On n'a pas le droit d'abandonner ces gens-là. Donc c'est pour cette raison, on doit trouver des mécanismes de financement du plan cancer, mais réel, pas des chiffres. Pas des chiffres, il y a plusieurs plans. Mais sur le terrain, on est au stade de chiffres de la théorie. On doit y aller quand même vers plus d'efficience, malgré que c'est un phénomène universel. Dans tous les pays du monde, l'accès aux soins de haut niveau en matière de cancérologie, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez parlé justement de la prise en charge en gynécologie, en hémodialyse également, en cardiologie également. Chirurgie cardiaque. Absolument, en chirurgie cardiaque. Pourquoi on a du mal à calquer pour l'oncologie? Pourquoi ça prend du temps? Alors je vous dis le coût. D'accord. Tout simplement. Je veux dire, autant que gestionnaire dans un CHU, le financement. Le coût n'est pas le même. Un malade, c'est l'équivalent. Parfois, un malade, c'est 50 malades pour des pathologies auto-immunes. Voilà. Docteur, ça, vous vouliez réagir, oui? En fait, j'aimerais revenir sur le plan pratique, sur le combat, qui est celui du patient atteint de cancer. On parle de prise en charge thérapeutique, mais bien avant, il va falloir parler d'exploration. Le cancer est là, il va falloir le stader, savoir à quel stade il est. Ce n'est que là qu'on pourra décider du schéma thérapeutique qu'on peut lui proposer. Et c'est là que commence le combat. Pour pouvoir faire un scanner, pour pouvoir faire une IRM, alors tout ça va retarder sa prise en charge, non
pas que les rendez-vous de soins, mais l'exploration là aussi, ça va être tout un parcours, tout un combat pour le patient. Il y a des parties du pays où ils n'ont pas d'accès à l'IRM ou au scanner. Donc, il faut prendre en charge tout ça. Quand on dit même à Alger, si vous permettez juste une parenthèse, même à Alger, ça prend un temps énorme, hein, cette exploration, et ça retarde justement la prise en charge du malade. C'est pour ça que je parlais du couloir vert. Un malade va perdre approximativement 1 mois de temps en faisant des explorations et en essayant de prendre des rendez-vous, et ça, c'est pénalisant. Effectivement. Je vais vous donner la parole, lui, terminé. Et tout cela, quand on parle de prise en charge du patient, il va falloir penser à ses explorations, à ses bilans biologiques. Le bilan biologique, le temps, alors il le fait, le temps qu'il fasse le reste des examens, arrive son rendez-vous de traitement. Le bilan biologique, nous ne pouvons plus le prendre en considération. Et tout cela retarde cette prise en charge. Et j'insiste sur l'importance de la complémentarité entre le secteur privé et le secteur public. Aujourd'hui, je pense que la solution sera d'aller vers cette complémentarité, que chacun y mette du sien pour pouvoir proposer aux patients la meilleure prise en charge et dans les temps. La complémentarité sera le maître clé, je pense. Absolument, oui, professeur Mahfouf. Quand on regarde la loi sanitaire 2018, il n'y a pas de dichotomie entre le privé et le public. Les deux secteurs sont cités dans la loi sanitaire 2018. Par contre, il faut, dans le secteur public, penser à mettre des normes et poser les bonnes questions. Pourquoi les appareils qui sont dans la structure publique tombent en panne, sont souvent en panne? L'an dernier, on disait qu'il y avait 14 accélérateurs de radiothérapie qui étaient en panne. Contrairement au secteur privé. Petit 1. Petit 2, quand on regarde le secteur privé, il faut définir qui fait quoi, où il le fait et comment. Donc même dans le privé, il faut avoir des normes. Donc le système de santé algérien, pour qu'il soit performant, efficace pour le patient, efficient surtout, il faut des normes. S'il n'y a pas de normes, on ne pourra pas avancer. Dire que l'État n'a pas mis les moyens, l'État a mis tous les moyens. Il y a des centres anti-cancer un peu partout en Algérie, et maintenant chaque wilaya et son droit demande à ériger un centre anti-cancer. Mais même dans les centres anti-cancer, il faut que ce soit des centres anti-cancer fonctionnels. Pas des... moi j'aime bien... Comme le cas Bchar, par exemple, où on a 3 CAC, c'est ça? Quand on dit hôpital 120 lits, hôpital 140 lits, excusez-moi, maintenant la médecine, elle est devenue ambulatoire. Tout se fait en ambulatoire. En oncologie, par exemple, il n'y a que très peu de patients qui nécessitent réellement une hospitalisation. Le reste des patients peut être pris en ambulatoire. En oncologie, en Algérie, il n'y a pas une wilaya sur les 58 wilayas où il y a au moins un service d'oncologie. On est parti de promo de 4 oncologues. Maintenant, Dieu merci, sur le territoire national, on est 1200 oncologues. Donc chaque année, il y a une formation d'oncologues qui se fait. Donc il faut que cette médecine gratuite, qui ne profite, excusez-moi, qu'aux riches, elle ne profite pas aux pauvres, qu'il y ait des mécanismes de prise en charge des patients adéquats, c'est-à-dire il y a un diagnostic, il faut toute une batterie d'examens, s'il doit être fait dans le privé ou dans le public, il faut que ces examens soient remboursés au réel, parce que ça ne sert à rien de rembourser 200 dinars ou 300 dinars. C'est un leurre. On fait croire qu'on se fait rembourser. Des gens qui sont aisés ne profitent pas de la médecine gratuite. La médecine gratuite qu'uniquement que patients qui sont démunis, voire un système de financement autre que celui qui existe maintenant. Réfléchir sur ça pour que ces patients soient pris en charge aussi bien dans une structure privée que dans une structure publique de la même manière, avec des normes. Et parfois on reçoit des imageries aussi bien du secteur privé que du secteur public qui sont ininterprétables, alors que le patient a payé le prix fort. Absolument. Donc il faut qu'on revoie les normes. Après, une fois qu'on a des normes, penser à créer des services, des hôpitaux d'excellence pour prendre en charge ces patients. Moi, quand j'entends un patient est parti dans un autre pays que le mien, qui a dépensé une fortune, excusez-moi, c'est pas la médecine qu'a pensé Mohamed Belouazdad. Non, surtout qu'on a mis les moyens, vous l'avez dit, professeur Mahfouf, on a injecté beaucoup d'argent, hein, rien que dans le plan cancer, avec tous les moyens logistiques qu'on a construits, les CAC, on pensait quand même, avec tous ces moyens, que la situation sera meilleure. Hein. Je vais vous proposer, hein, messieurs, dames, de regarder un reportage justement qui revient sur, on va parler de quelque chose de positif cette fois-ci, de
l'introduction justement de l'immunothérapie, justement un espoir. Qu'apporte-t-elle comme promesse, cette immunothérapie pour les patients atteints de cancer? Regardez, c'est un reportage signé Yasmine Saoudi. De la prise en charge des patients au sein des établissements hospitaliers, une priorité relevée lors de cette rencontre regroupant les acteurs et professionnels de la santé du pays. Une occasion pour eux d'échanger et d'explorer les mécanismes nécessaires en discutant des corrections et ajustements requis. Il va falloir développer toute une stratégie, une démarche méthodique et surtout scientifique pour que tous les acteurs impliqués par cette offre de soins soient la plus efficace et la plus performante possible. Une avancée significative a également été soulignée lors de cette rencontre, l'introduction, il y a quelques mois, de l'immunothérapie dans le pays. Cette percée thérapeutique ouvre de nouvelles perspectives dans le traitement des maladies, particulière dans la lutte contre le cancer. L'immunothérapie a complètement changé la survie de nos patients. Elle a changé complètement l'évolution des cancers. Après, c'est pas tous les cancers qui répondent bien à l'immunothérapie. C'est pas tous les cancers qui ont une indication de l'immunothérapie. Nous sommes là justement pour donner cette immunothérapie aux bons patients au bon moment. L'année 2023 a été marquée par l'approvisionnement, l'introduction des produits, des médicaments innovants, donc d'immunothérapie et de thérapie ciblée. Il s'agit d'une liste de 31 produits que la PCH a importés et distribués auprès des hôpitaux. Parallèlement, la numérisation des structures hospitalières en Algérie redéfinit la prise en charge des patients, permettant une gestion plus optimisée des traitements médicaux. Aujourd'hui, la numérisation est une thématique de l'heure. Elle nous concerne directement. Elle concerne le privé et le public. Aujourd'hui, ça permet de ventiler d'un côté les espaces d'accueil, mais aussi de réduire les coûts de gestion du malade, de réduire les efforts par rapport à la gestion des malades au niveau des hôpitaux et au niveau des cliniques de soins. Les mécanismes mis en place et la mobilisation continue des acteurs de la santé dessinent un horizon prometteur pour une prise en charge toujours plus efficace des malades. Alors on a vu dans le reportage qu'il s'agit d'une liste de 31 produits importés par la PCH et qui sont aujourd'hui disponibles au niveau des hôpitaux, au niveau des services d'oncologie. On parle de l'immunothérapie ou de l'immuno-oncologie comme une véritable révolution, notamment pour certains cancers, certains dits incurables d'ailleurs. Comment ça marche ? Historiquement, le traitement du cancer, c'est la chirurgie, mais quand il est étendu, puisque le cancer est une maladie cellulaire, donc les premiers traitements, chimiothérapie, hormonothérapie, c'était des traitements dirigés contre la cellule cancéreuse. Absolument. Et à partir de là, il y avait des résultats, donc réduction de la tumeur ou la disparition, et puis une tumeur inopérable, elle devient opérable. En fait, l'immunothérapie, c'est un nouveau concept. On ne s'attaque pas à la cellule, on s'attaque au milieu de la cellule. Donc il y a un milieu qui entoure la cellule cancéreuse et généralement le système immunitaire, on a l'habitude de dire qu'il n'a qu'un rôle anti-infectieux alors qu'il a un autre rôle très très important, c'est ce qui permet au corps de vivre, c'est de lutter contre les cellules anormales, il va tout simplement les chasser. Et il y a ce qu'on appelle certains ligands comme les PDL1, on ne va pas citer toutes les mécanismes qui sont trop complexes, mais disons que les cellules représentatives d'antigènes, l'avant-garde du système immunitaire, il y a un système qui fait que la cellule cancéreuse va se lier à cette cellule-là, et là, le cancer il devient invisible. Et c'est comme ça que le cancer devient très méchant et qu'il s'étend et qu'il nous fait des problèmes. Dans certaines formes de cancer, cette immunogénicité a fait que quand on donne des molécules, on va casser ce ligand et donc ce qui était invisible, il devient visible et du coup le système immunitaire là, il voit un ennemi, il va l'attaquer. Et donc, on vient réveiller en gros notre système immunitaire qui était presque aveugle à cette tumeur. Et puis quand il s'agit de réponse, ce n'est pas comme la réponse classique pour une chimiothérapie, une hormonothérapie où l'ennemi c'est la cellule cancéreuse et là c'est pour ça la réponse au traitement est différente que la réponse au traitement et puis les avancées c'est surtout des cancers très méchants, chimio-résistants,
même pas 10 à 15% de réponse. Et là, on est à des survies qui frôlent les 8 ans. Il y a même des séries où on n'atteint même pas le 50% des patients qui sont toujours en vie. Et c'est ce qui fait donc, les cancers, notamment le mélanome, le cancer du rein. C'est les premiers cancers. Pour le mélanome, on n'est pas très concerné en Algérie. Hein. Le mélanome, pour le mélanome particulièrement, on a quand même des chiffres importants. Oui. En fait, ce n'est pas un cancer aussi fréquent. Voilà, pas comme en Europe. Mais pour nous, comme cliniciens, ça nous fait vraiment peur. On les reçoit et on avait peu de molécules. C'est-à-dire c'est des cancers de mauvais pronostic. Tout à fait. Mais là, on a une véritable chance pour ces patients pour leur proposer un traitement de pointe qui donne d'excellents résultats. Et le rêve, ces jeunes patients métastatiques vont vivre longtemps. On est à des séries de 8 ans, de 7 ans, pour plusieurs cancers. Il y a d'autres localisations. Oui, on va y revenir. Ouais. Alors, on est dans la médecine du futur ou finalement la médecine du présent, professeur Non, on est dans la médecine, malheureusement dans la médecine du passé, parce que ces médicaments étaient enregistrés en Algérie en 2017 et pour des raisons occultes n'ont pas été mis sur le marché. Et le coût a été mis en avant, alors qu'en principe, il y a plusieurs moyens de réduire le coût. Bon, ce n'est pas à nous médecins, c'est aux négociateurs. Oui. Le premier point, c'est le compassionate use, c'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir ces médicaments gratuitement. Le deuxième point, c'est participer à des études cliniques. Et l'Algérie est très peu citée dans les études cliniques. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'il y a des lenteurs administratives qui ont été réglées pour le moment. Il y a aussi la troisième possibilité, c'est des contrats de performance, dire à ces firmes pharmaceutiques, je vous paye uniquement pour les patients qui ont répondu au traitement, mais pour que les patients qui n'ont pas répondu au traitement, c'est à vous de les prendre en charge. Ça se fait de par le monde. Dire à ces boîtes pharmaceutiques que on peut vous acheter par exemple 3000 flacons, à partir du 3000e flacon, c'est vous qui le payez. Ça se fait de par le monde, c'est un négociateur. Nous, on prescrit en DCI, c'est-à-dire DCI, dénomination commune internationale. Oui. C'est-à-dire, si je veux avoir un micro comme celui-là, je vous dis, achetez-moi un micro, et c'est à vous de voir le micro que vous voulez. Et après utilisation, il y a des mécanismes qu'on utilise. La pharmacovigilance, quand il y a un effet secondaire majeur, répété. Il y a le laboratoire national de contrôle qui contrôle tous les médicaments. Donc c'est à eux de veiller à ce que le médicament efficace, moins coûteux, non toxique, disponible surtout, arrive aux citoyens algériens. L'Algérie est un pays indépendant, souverain. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, c'est aux autres de s'adapter à nous, pas nous à s'adapter aux autres. Je vous annonce encore une fois que le marché du médicament algérien représente 70% au pays du Maghreb. Il est le deuxième marché du médicament à l'échelle africaine. Donc l'Algérie peut jouer ce rôle de leadership et peut miroiter à ces firmes internationales qui vendent ces médicaments chers que nous, on peut les acheter chez des génériqueurs, chez des laboratoires qui font des biosimilaires. Il n'y a pas de biosimilaire actuellement pour l'immunothérapie, mais ça va venir, c'est rapide. Alors vous avez dit la médecine... On est dans l'innovation ou pas finalement ? On est dans l'innovation, mais il y a d'autres innovations. L'innovation maintenant, c'est de voir est-ce qu'on peut utiliser 2 immunothérapies en même temps. L'innovation, c'est est-ce qu'on peut utiliser... ça s'est fait dans les mélanomes puisqu'on utilise 2 immunothérapies. L'innovation, c'est... on avait en association avec les agents anti-angiogéniques, ça a donné des résultats dans les pathocarcinomes. Les antibody drug conjugates, c'est une nouvelle classe thérapeutique avec l'immunothérapie qui donne d'excellents résultats dans les cancers de vessie. Donc vous voyez que c'est vrai que c'est une classe thérapeutique qui est du passé maintenant, mais qui a de... Mais même ailleurs, hein, professeur Mahfouf, si je peux me permettre, même ailleurs, quand on parle quand même de l'immunothérapie, on parle d'une révolution dans le traitement, comme expliquait tout à l'heure d'ailleurs professeur Dib, en disant déjà par la manière de repenser le traitement. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne s'attaque plus à la tumeur, on réveille le système immunitaire déjà. C'est vrai, la matière de prise en charge des traitements des patients a changé. Adlan a parlé tout à l'heure des survies. Je donne des chiffres. En Algérie, il y a 4000 cancers du poumon en Algérie. Sur les 4000, disons, il y a 3000 qui sont localement évolués métastatiques, donc qui peuvent nécessiter un traitement comme l'immunothérapie. Sur les 3000, il n'y a que 30% seulement
qui, selon la réglementation algérienne, selon l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire qui ont un PD-L1 supérieur à 50%. Alors, c'est ce 30%, c'est-à-dire 900 patients, peuvent bénéficier d'une immunothérapie et peuvent répondre à cette immunothérapie. Donc, on est parti de 3000 pour arriver à 900. Donc, il faut trouver le bon patient qui doit recevoir le traitement. Ce patient, il faut qu'il soit, comme disent les anglo-saxons, fit, c'est-à-dire qu'il n'a pas de comorbidité, et surtout qu'il a un driver moléculaire qui est le PD-L1 supérieur à 50%. Si le PD-L1 est inférieur à 50%, on l'utilise en association avec la chimiothérapie. Donc vous voyez, c'est une médecine personnalisée, c'est une médecine à la carte. Qui n'est pas pour tout le monde. Qui n'est pas pour tout le monde. C'est ça qui est un peu frustrant peut-être. Qui s'offre à nous et que nous, oncologues médicaux, doivent se mettre à la page tous les jours. Et quand vous dites l'immunothérapie est disponible dans tous les services d'oncologie médicale en Algérie. Il y a une liste qui a été faite de patients. Et les patients ont commencé à le recevoir. Par exemple, dans le mélanome, j'ai eu ces derniers temps un résultat spectaculaire. C'est vrai que je n'ai que 2 malades pour l'instant en mélanome, mais j'ai eu un résultat spectaculaire que je n'avais jamais eu avec la chimiothérapie. Ça fait au moins 29 ans que je fais de l'oncologie, et en ces 29 ans, je n'ai jamais vu une réponse pareille. Oui, de toutes les manières, même ailleurs, il y a beaucoup de cancers qui sont aujourd'hui en train de tomber justement dans le domaine de l'immunothérapie. On est encore en train d'essayer l'immunothérapie dans certains cancers. Mais justement, moi, j'insiste sur le côté rationnel de l'utilisation de ces médicaments. On n'a pas suffisamment de recul, vous voulez dire, c'est ça ? Pas suffisamment de recul. Oui. Je dis qu'il faut les donner aux bons patients. Qu'il ne faut pas, parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui avait dit c'est uniquement pour les stades évolués. Non, l'immunothérapie se donne maintenant pour les stades, en première ligne, et même pour les stades localement évolués, et même pour les stades localisés. Peut-être l'avantage qu'on a, c'est que ça arrive chez nous un peu après les pays industrialisés, c'est-à-dire on peut déjà avoir une idée. Oui, on n'est pas les premiers à les utiliser. C'est l'histoire du Covid. Le Covid, on a du recul. On avait toujours une vague de retard. Ça change la donne pour les malades, docteur Arsas, l'immunothérapie. Bien évidemment. Chez vous aussi, elle est administrée. Alors, ça change bien sûr, c'est une arme thérapeutique en plus, c'est une chance en plus pour eux. Après, pour le secteur privé, nous sommes dans le même état de frustration que nos collègues. Nous, dans le secteur privé, nous passons par la pharmacie centrale des hôpitaux pour avoir nos produits. Donc, ce qui est disponible à la pharmacie centrale des hôpitaux est disponible chez nous. Mais là encore, ça vient de façon très lente, par petites quantités. Donc, ce n'est toujours pas suffisant pour nos patients. Oui. Professeur Belhadjoui. Justement, il y a un autre aspect de ce qu'on est en train de faire. Il y a les aspects éthiques, les aspects déontologiques, les aspects humains. Il y a la gestion sur la douleur, il y a la gestion de fin de vie. Tout cela, le secteur public le supporte. Et ça demande gérer fin de vie. Maintenant, c'est la famille. Mourir où? Il y a une transition socio-épidémiologique. Notre personne commence à changer. Ce n'est plus la famille qui prend en charge le malade des essais, de le mettre. Nous n'avons pas de structure. J'aimerais bien qu'un jour... Ça existe ça existe dans les infrastructures privées. Nous gérons, mais il faut les gens paient. Le coût que les gens paient. Effectivement. Je parle du secteur public. C'est ça. À 2h du matin, quelqu'un qui a fait la chimiothérapie, qui a besoin de transfusion, qui a besoin d'être soulagé, peut-être de douleur, qui a besoin d'être réhydraté, nous le gérons au quotidien. Avec mon ami Mahfouf, il le sait. Vous prenez de Rouiba jusqu'à Constantine, là, je ne sais pas, nous prenons tout. Ça, c'est des indicateurs pour nous. Il y a des aspects, il a soulevé un problème très important. Les essais thérapeutiques. Les essais thérapeutiques aussi, il y a ce qu'on appelle la souveraineté d'une nation. C'était prévu. Il y a des choses, après, ça a été bloqué, il y a des choses importantes. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique mondiale, qui est leader justement en matière d'immunothérapie, il y a des protocoles, il y a des universités de chercheurs de pointe qui donnent leur avis. Ce n'est pas aussi évident, ce n'est pas aussi facile, mais ça tourne autour maintenant des RCP. La décision, on ne prend pas une décision tout seul dans la gestion du cancer. Tous ces aspects-là, c'est la gestion quotidienne du cancer qui est très lourde, coûteuse, nécessite l'intervention de plusieurs personnes, plusieurs spécialistes, mais on persiste avec le secteur privé. Il faut que tous les secteurs nous aident. La solidarité, les finances, nous comprennent. Parfois,
avec mon ami Mahfouf, parfois il y a les finances qui vous bloquent. On importe un médicament, ça tarde parce qu'il y a il y a aussi les dispositifs. Dispositifs médicaux qui accompagnent justement cela. Tout cela vous permettez aussi de dire un mot sur nos collègues qui nous aident beaucoup, les anatomopathologistes. Il faut leur rendre hommage. Ils jouent un rôle très important. Parler de thérapie ciblée, c'est grâce à eux que la technologie a avancé, que l'anapathe algérien il est à la page. Ils maîtrisent les techniques de diagnostic qui permettent à mes amis oncologues d'y aller vers la thérapie ciblée. Donc l'Algérie, à travers son université de faculté de médecine, nous suivons ce qui se passe. Nous essayons d'accompagner la technologie et le progrès. Oui, c'est une arme thérapeutique. Pour revenir à l'immunothérapie, professeur Dib, c'est quand même une arme thérapeutique, ce que disait docteur Arsas, en plus, qu'on veuille ou pas, dans l'arsenal de la prise en charge. Concrètement, est-ce que vous avez vu, aujourd'hui, vous l'utilisez depuis juin, c'est ça, l'immunothérapie, vous l'utilisez depuis combien de temps? J'ai commencé en septembre. En septembre. J'ai plusieurs patients, plusieurs localisations. Et concrètement, comment ça se passe? Donc, le premier pas, c'est déjà de former nos médecins et nos infirmiers. D'accord. C'est très important. Donc, ça, on l'a fait. Deuxième pas, c'est de faire, bien sûr, l'étude des dossiers. Et à partir de là, ceux qui nécessitent effectivement cette immunothérapie, ils sont pris en charge plus normalement du monde. Bon, par précaution, chaque service il a sa petite... personnellement, je les hospitalise, alors que je peux le faire en ambulatoire, non. Je les hospitalise juste pour avoir un confort pour le patient, pour le personnel soignant. Et Dieu merci, maintenant j'ai une dizaine de patients sur plusieurs localisations. Ça passe plus normalement du monde. Alors, quels sont les cancers sur lesquels vous les utilisez, par exemple, dans votre service? Bon, on a parlé du poumon. Oui, mais généralement, on se base sur la même, comme a très bien dit mon ami Hassan. D'accord. Ça veut dire qu'on a le mélanome, le rein. Mélanome, alors cancer de la peau. Le mélanome, c'est le cancer de la peau, mais dans une forme de cellule de la peau qui c'est juste pour que les gens qui nous regardent comprennent. J'essaie d'être un peu didactique. Oui. Donc, dans le cancer de la peau, il y a plusieurs variétés de cancers. Oui. Mais dans cette variété, c'est un cancer très méchant, mais il est très immunogène et les résultats sont spectaculaires, effectivement. Donc, il est métastatique. Si je fais rien, je risque de le perdre dans quelques semaines, 2-3 semaines. Si je fais quelque chose, je peux gagner des années. Donc, plusieurs localisations. Et bien sûr, on a ce qu'on appelle, quand on donne ces traitements, il faut être très prudent. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs effets secondaires. Il y a de la pseudoprogression. Là, quand on forme... C'est quand même mieux toléré que c'est ça la force, justement, de l'immunothérapie. Aujourd'hui, on en parle comme étant une thérapeutique qui est plus tolérée, par exemple, que la chimiothérapie. Alors, je sais que vous allez me dire qu'on les utilise en même temps. Aujourd'hui, on utilise la chimiothérapie et l'immunothérapie. On n'utilise pas encore en première intention l'immunothérapie. Quand j'ai parlé d'études sociales, justement, l'appréhension du cancer, c'est ça. La souffrance, la douleur, la mort, la perte de cheveux, les vomissements. Et donc, dans l'immunothérapie, on n'a pas de perte de cheveux. Généralement, rarement. Non, généralement, ça n'a pas été vraiment décrit. Il y a d'autres signes, justement, un peu bizarres, parce qu'on active le système immunitaire, et à partir de là, il faut les rechercher et les traiter à temps, et manager un peu les médicaments et la dose thérapeutique pour avoir un bon résultat. Pour le cancer du sein, on peut utiliser aussi l'immunothérapie? Ça va venir. Je voudrais revenir, si vous permettez, sur certains points. Mon ami Rachid... est un bon ailier, donc il m'utilise comme avant-centre. Les soins de support, les soins de fin de vie. Nous avons des structures sanitaires qui sont bien, c'est-à-dire le maillage se fait, si au niveau des structures de proximité. En principe, ces structures de proximité, c'est à elles de prendre en charge ces patients en fin de vie. Par exemple, vous êtes dans un quartier, vous avez une structure de proximité, c'est la structure de proximité qui se déplace vers le patient. Au lieu que c'est les structures de traitement, les structures hospitalières, les grands centres, les CHU, les EPH, qui doivent jouer un rôle justement dans ce diagnostic précoce. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est nos collègues pathologistes qui travaillent dans des conditions très difficiles et que c'est elles, parce que le plus souvent c'est des dames, qui nous donnent le diagnostic moléculaire qu'on doit utiliser pour que ces médicaments soient efficaces. Je vous ai parlé tout à l'heure des traitements à la carte. Donc justement, il faut
ces vecteurs, ces biomarqueurs moléculaires qui doivent être faits par les pathologistes. Donc il faut qu'on les félicite parce qu'elles font un travail extraordinaire. C'est elles qui nous aident justement à faire des économies de santé parce qu'on utilise le bon produit pour le bon patient. La troisième chose, c'est les effets secondaires des luminothérapies, qui ne sont pas les mêmes que les effets secondaires de la chimiothérapie. C'est pour ça que, et je remercie les collègues paramédicaux, parce que c'est aussi la cheville ouvrière dans un service d'oncologie, on les éduque en leur montrant que c'est quoi un effet secondaire, le rechercher, et les médecins aussi doivent rechercher un effet secondaire, parce qu'on ne cherche, on ne trouve réellement que ce qu'on cherche, et on ne cherche que ce qu'on connaît. Donc ces effets secondaires de l'immunothérapie, il faut les connaître. Donc il y a un plan de gestion de risque qui est établi dans tous les services d'oncologie avec les autres collègues de médecine interne, de pneumologie, d'immunologie, pour justement, et de chirurgie, gérer ces effets secondaires. C'est vrai que l'immunothérapie n'a pas beaucoup d'effets secondaires, mais quand il y a, ils sont sérieux. Oui, mais professeur, encore une fois, on n'est pas les premiers à avoir utilisé ces traitements. C'est pour ça on a vu quand même des témoignages de personnes qui ont pris de l'immunothérapie et qui disent quand même mieux tolérer l'immunothérapie, par exemple, par rapport à la chimiothérapie qu'on utilise depuis quand même plusieurs années et dont nous connaissons les effets secondaires. Oui, mais excusez-moi, quand on utilise pour la première fois un médicament, il faut qu'on soit très assidu, parce que c'est des vies humaines qu'on prend en charge. Il faut qu'on soit très assidu, qu'on explique, qu'on cherche les effets secondaires, qu'on les explique aux patients, qu'on les explique à sa famille. Parce qu'on a parlé des diagnostics précoces. Mais finalement, c'est mieux toléré ou pas que la chimiothérapie? Pour l'instant, c'est mieux toléré. Voilà. C'est ce que je voulais entendre. Mais attention aux effets secondaires. Voilà, en fait, ce qu'on évite de faire, c'est de comparer l'incomparable. Nous ne pouvons pas comparer l'immunothérapie à la chimiothérapie. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes deux des armes thérapeutiques très importantes. Aller sur une immunothérapie, c'est vrai que pour le patient, il est content parce que la chimiothérapie, pour lui, c'est quelque chose de très difficile et tout, mais la chimiothérapie, elle garde son rôle de très important. Pour le moment. Ne pas accéder à l'immunothérapie n'est pas un échec, là aussi. Il ne faut pas que le patient pense qu'aller sur une chimiothérapie, ça veut dire que son combat va être plus lourd. Non. Le bon traitement au bon patient, nous proposons ce qu'il faut au bon patient. C'est-à-dire qu'un patient qui va aller sur une chimiothérapie, le rassurer, lui dire oui, il va y avoir des effets secondaires, mais ça va être un traitement qui est très important pour vous. Il ne faut pas qu'ils aient derrière l'idée que ils ont loupé la chance d'être non, pas loupé la chance. Immunothérapie. J'insiste sur ce point parce qu'ailleurs, encore une fois, pas chez nous, peut-être dans des pays où ils sont un peu plus développés que nous dans la recherche, on parle aujourd'hui de la possibilité de remplacer la chimiothérapie par l'immunothérapie à long terme. On dit qu'on pourrait éventuellement, peut-être pas la radiothérapie parce que ce n'est pas la même chose, mais pour la chimiothérapie, on parle aujourd'hui, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais on parle de la possibilité de céder la place il faut savoir à l'immunothérapie. Que les résultats qui sont publiés sont des résultats chez des patients sélectionnés. Et on parle, nous, de real world data, c'est-à-dire la vie réelle, même ailleurs. On parle de protocole de la vie réelle. Qu'est-ce que vous avez eu comme effet secondaire? Qu'est-ce que vous avez eu comme réponse thérapeutique? Et comment mesurer cette réponse thérapeutique? Tout à l'heure, on a parlé des imageurs. La réponse thérapeutique à l'immunothérapie n'est pas évaluable par tous les imageurs. Il faut que ce soit des imageurs qui sont aguerris à quantifier la réponse, parce qu'il y a des pseudo-réponses. À un moment donné, vous mettez le traitement, vous pensez que le patient a progressé, mais en réalité, il n'a pas progressé. Parce que c'est l'inflammation. Donc il faut faire la part des choses entre ce qui est tumeur, inflammation, parce que l'immunothérapie, elle va créer de l'inflammation. Et donc, la chimiothérapie, elle a encore de vieux jours devant elle. Parce que si vous réfléchissez bien, c'est que l'immunothérapie, elle agit sur le système immunitaire. La thérapie ciblée sur les drivers moléculaires. L'immunothérapie agit aussi sur le driver moléculaire, mais en boostant l'immunité. Donc maintenant, on est en train de voir des protocoles de traitement qui sont toujours dans des phases d'essais cliniques, des traitements qui combinent les trois traitements. Non, absolument. Oui. Mais à des doses raisonnables des unes et des autres. Il ne nous reste plus de temps, mais je vais vous donner la parole pour conclure justement à professeur Belhadj sur une question très importante à mon avis. On a parlé tout à l'heure du coût, justement, pour la prise en charge, par exemple, de nos patients dans des infrastructures privées. Peut-être rappeler qu'il s'agit d'une économie de santé. Investir dans la santé, c'est très important parce qu'on sauve des vies, on évite les morts prématurées, on évite les congés maladie à rallonge, n'est-ce pas? Bien sûr, et on évite aussi la qualité de vie pour toute une famille. Absolument, qui est très... Il y a une détérioration importante de la qualité de vie d'une famille qui a un patient cancéreux, notamment un enfant. Tout change. Absolument. Le message, c'est que
que les gens qui sont en bonne santé doivent tout faire pour garder cette bonne santé. Ça, c'est important. Oui. Pas fumer, faire du sport, manger sainement. Aujourd'hui, les facteurs de risque sont connus. Bien sûr, c'est un capital inestimable. Mais en termes de là, nous avons l'obligation de trouver des solutions pour notre pays. Tout seul, le secteur public ne le pourra pas. Le secteur privé, main dans la main, mais d'une manière éthique et déontologique. Docteur Assas, un dernier mot rapidement. Alors oui, on parle aussi, c'est vrai qu'on parle de prévention. Moi, j'aimerais sensibiliser aussi mes collègues et comme l'a dit le professeur Mahfouf, le diagnostic se fait en amont. Tout le monde peut participer à ce diagnostic, à l'exploration, et tout le monde peut participer aussi au dépistage. Ça, c'est que le dépistage est fait par tout le monde, le médecin de famille, la polyclinique à côté. Donc, tout le monde, c'est en allant tous ensemble vers une collaboration qu'on obtiendra de bons résultats. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission qui est à présent terminée. Je vous souhaite une excellente année 2024. Excellente année à vous aussi. Faites attention à votre santé. C'est la résolution, en tout cas, de cette année. On essaiera de faire attention à notre santé. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.